Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines environ se tenait la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ce qu'on appelle la COP 23. Une récente étude de l'Agence environnementale de l'ONU souligne que nous n'en avons pas fait assez pour maintenir la température sous la barre des 2 degrés Celsius. Les émissions liées à l'industrie et la combustion d'énergie fossile sont de nouveau à la hausse par rapport à l'an dernier. On a eu aussi 15 000 scientifiques de 184 pays qui ont récemment lancé un cri d'alarme sur l'état de la planète. Ils ont dénoncé que l'impact des activités de l'homme sur la nature allait engendrer de grandes souffrances humaines et même mutiler la planète de manière irrémédiable. Il s'agissait d'un deuxième avertissement à l'humanité alors que le réchauffement de la planète s'accélère et que bien des pays et des insulaires constatent déjà les impacts des changements climatiques. Donc pour parler de ça aujourd'hui, nous recevons Catherine Houbard. Vous avez un baccalauréat en écologie, une maîtrise en urbanisme, mais vous travaillez surtout au Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes et vous étiez à la COP 23. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de Céline Bouffard, candidate à la maîtrise en études politiques appliquées, originaire des îles de la Madeleine. Vous vous spécialisez d'ailleurs sur les questions de gouvernance locale face aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Bonjour. Bonjour, mesdames. Donc, vous avez été toutes les deux à la COP 23, mais Catherine Houbard, vous avez été à la conférence jeunesse pour l'action climatique de la COP 23. C'était la première fois, donc ça ressemble à quoi? En fait, la conférence jeunesse précédait la COP23. C'était un événement de 3 jours où les jeunes du monde entier, en fait, on était environ 1300 participants, se sont rassemblés, notamment pour échanger sur les questions du changement climatique qui sont vraiment, les enjeux sont vraiment différents d'un pays à l'autre. Et les enjeux qui touchent la jeunesse sont aussi différents des enjeux, disons, plus globaux, généraux dont on entend régulièrement parler. C'était 3 jours de conférences, de discussions, d'échanges, d'activités. C'était très intéressant. Il y avait combien de monde? Combien de jeunes étaient réunis là? Environ 1300. Oh! Oui. Ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir tout ce que vous vouliez voir? Parce qu'on a toujours des attentes. En fait, non, c'était impossible. Il y avait plusieurs conférences en même temps, des activités du matin au soir. C'était un programme très chargé. Donc, c'était impossible de pouvoir profiter de tout ce qui était disponible. Mais quand même, oui, on en a profité au maximum. Qu'est-ce que vous en retirez? Vous êtes revenu au Québec avec quoi, finalement, dans vos bagages de cette conférence-là? Ben, je suis revenue au Québec avec un sentiment de pouvoir agir plus grand que quand j'étais partie. J'ai vu des jeunes plus jeunes que moi, en fait, là, qui se donnaient à fond dans des projets incroyables. Ça m'a énormément motivée. Puis, j'ai été particulièrement touchée par leur message de justice climatique, qui me rejoint aussi, là, d'ailleurs. En fait, c'est que les populations les plus vulnérables sur la planète et sont à la fois celles qui ont émis le moins de gaz à effet de serre historiquement, mais vont être celles qui vont être le plus touchées par les changements climatiques. Quand vous dites plus jeune que vous, parce que les gens vous voient pas, mais vous avez 25 ans maximum, là? J'ai 27 ans, oui. Et donc, c'était des jeunes de 17 ans? 14 ans même. Elle est tout jeune. Oui. Ben, on allait, disons, de 14 à 40. Là. C'était assez varié. Oui. Madame Bouffard, pour vous, c'était la seconde visite à la conférence sur le climat. Vous avez été avec la délégation. Est-ce que c'était différent pour vous, cette fois-ci? Différent, disons que c'était plus concis, en ayant une meilleure connaissance des enjeux puis des infrastructures, si je vous dirais, parce que les COP sont faits sur un aménagement qui est immense. Il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup. Mais ça m'a permis de me concentrer un peu plus puis de savoir où aller chercher l'information. Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté à vous? Ben, principalement, moi, je m'intéressais à 2 enjeux qui est
l'opérationnalisation de la plateforme sur les communautés locales et autochtones et à tout ce qui était des questions de pertes et préjudices. Oui, ça, on va en parler. Mais vous étiez avec les délégués, vous les avez vus, vous avez vu des médias. Donc, l'atmosphère doit être assez intense, là. Ça doit être où on rentre peut-être comme dans une église. Ça doit être peut-être très solennel, je sais pas. Mais ça fourmille, là. Il y a énormément de monde. Les gens sont extrêmement pressés. Je vous dirais que cette année, j'ai senti une petite tension, en fait, parce que c'est comme si, justement, c'était l'année où est-ce que c'était Fidji qui présidait. Donc, oui. Et donc, il y avait une tension au niveau de l'importance de parler du financement de l'adaptation, qui est un enjeu sensible pour les partis. Oui. Donc, signataires. Oui, vous faisiez partie toutes les deux d'une délégation de jeunes experts. C'est comme ça que vous y avez été. J'aimerais savoir quelle est la place des jeunes à la COP 23. Peut-être, Madame Bouffard, vous qui avez été à l'événement au plus officiel, j'allais dire, mais c'est le même événement finalement. Donc, la place des jeunes. Ben, comme Madame Catherine l'a dit tout à l'heure, les jeunes ont une légitimité, en fait, d'assister à ces conférences-là, d'où leur présence, et ils sont présents sous un collectif qui s'appelle Yongo. Yongo, en fait, a un droit de parole, mais très restreint et à la fin des plénières officielles. Donc, c'est leur endroit de parole là, durant les négociations internationales. Ce qui fait qu'on les entend à la fin et pas longtemps. Exact. Le temps de parole est limité. Et vous avez profité pour parler un petit peu, je suppose, entre vous, par contre, parce que vous étiez avec d'autres jeunes. Donc, Madame Houbar, qui me fait... Oui, en fait, on était 7 Québécois à pouvoir participer à la conférence jeunesse et à la COP 23 avec le soutien des Offices jeunesse internationaux du Québec, LOGIC, sous l'initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques du Fonds vert québécois. Et là-bas, on était jumelés avec des Français, des Allemands et des Marocains de nos âges. Donc, les échanges ont été très, très riches à ce niveau-là. Vous êtes croisées toutes les deux, d'ailleurs, et il me semble que Madame Bouffard, vous donniez des conseils, vous qui étiez... Ben, c'était plus des conseils de survie, je vous dis. Parce que, justement, comme je vous ai dit, ça va vite. Il y a beaucoup de gens. Il y a extrêmement d'informations qui est diffusée. Puis, comme je vous dis, il faut savoir où aller la chercher de façon précise, sinon on s'épuise. Oui. Ça a été très pertinent que Céline puisse nous coacher en quelque sorte là, sur les enjeux principaux de cette COP-ci, sur la façon dont ça fonctionnait, le processus. Parce qu'effectivement, moi, comme première expérience, là, j'en ai retiré énormément, mais wow, c'était étourdissant à la limite. Là. C'était très intense. Oh oui. Donc, Madame Bouffard, vous avez eu accès à la 23e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies, donc sur les changements climatiques. Vous êtes intéressée au rôle de la présidence, assumé cette année, vous l'avez dit, par un petit État insulaire, les Fidji, afin d'observer son influence là sur le discours des négociations. Parlez-moi un petit peu de ça. Ben, moi, je me suis surtout intéressée, comme je vous ai dit, à l'opérationnalisation de la plateforme sur les communautés locales. Oui, on va en parler aussi. Mais moi, je voudrais savoir, vous êtes vous-même issu des îles de la Madeleine. Donc, rappelez-moi pourquoi c'est important d'entendre les insulaires. Ben, très, très brièvement, là, dans le fond, vous avez... on observe finalement qu'il y a la montée des océans. Il y a aussi une augmentation de l'intensité et le nombre de tempêtes. Et aux îles de la Madeleine, dans notre hiver québécois, on observe aussi qu'il y a de plus en plus une rareté du couvert de glace. Le couvert de glace, la banquise, finalement agit comme une barrière de protection. Ce qui fait que finalement, les îles de la Madeleine sont en proie de plus en plus d'érosion. On est en train de perdre du territoire. Fait que, si je peux vous imaginer ça, imaginer ça un peu, finalement, une île, c'est un endroit où est-ce que les ressources sont limitées. On parle de ressources en eau potable, de territoire, la pêcherie. Donc, quand il y a une perturbation sur l'écosystème insulaire, on va le ressentir extrêmement rapidement. Si je compare ça environ avec les négociations internationales, pour moi, la planète, c'est une île. C'est une énorme île. Mais ça nous prend juste un peu plus de temps à ressentir les impacts, mais ils sont réels et ils sont présents.
Est-ce que c'était le discours aussi de la présidente des Fidji? Est-ce qu'elle disait un petit peu la même chose, je suppose? Ben, eux, je vous dirais que les vivent peut-être encore plus intensément, ces impacts-là, que moi, que j'ai pu les ressentir aux îles de la Madeleine ou que le reste de la population. Parce que, puis là, Madame Barthes pourrait plus nous expliquer ce phénomène-là au niveau de la montée des eaux. La montée est plus, le niveau des eaux est plus important finalement à l'équateur. Oui, Catherine, est-ce que tu veux compléter? C'est pas quelque chose que je maîtrise énormément. Donc, Madame Houba, vous vous intéressez à la résilience des villes face au changement climatique. Est-ce que c'est difficile pour une municipalité de prévoir puis de s'adapter à tous ces changements-là qui sont... C'est un grand défi, mais c'est tout à fait faisable. Et c'est un défi d'autant plus grand quand la municipalité est de petite taille, de relativement petite taille, parce que bon, c'est toujours une question de ressources humaines, de ressources financières, mais c'est excessivement salutaire de faire un exercice de questionnement par rapport aux vulnérabilités, au changement climatique et de s'adapter. Puis j'adore rappeler à tout le monde que de s'adapter au changement climatique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas uniquement un geste qui va avoir des effets un peu intangibles, globaux, à long terme. C'est des changements qui vont affecter positivement la qualité de vie des citoyens, le quotidien des citoyens. Si on pense à aménager des villes où la voiture a une moins grande place, eh bien, c'est la qualité de l'air qui va s'améliorer. C'est la quantité d'accidents qui va réduire. C'est les aménagements pour piétons qui vont favoriser le transport actif ou pour cyclistes, par exemple. Donc, c'est vraiment de faire une pierre deux coups. Il faut se rappeler que ces changements-là, ça a un impact positif très tangible, très concret. On parle beaucoup de la voiture, c'est donc laisser la voiture au garage. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La municipalité, qu'est-ce qu'elle peut faire là pour s'adapter? La municipalité peut miser sur la mise en valeur et l'amélioration et l'agrandissement de ses espaces verts dans une perspective là, de mieux gérer l'eau pluviale, par exemple. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des infrastructures de phytotechnologie, par exemple des bassins de biorétention pour l'eau pluviale. Donc, on vient à la fois ajouter la nature en ville et gérer l'eau pluviale qui est généralement perçue comme une nuisance. Ben là, on la prend comme une ressource. Oui, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, on n'est plus obligé de marcher dans les flaques si jamais ça tombe dans, on va dire, la terre, puis que ça nourrit les plantes et tout ça, là. Exactement. Donc, Madame Bouffard, vous avez donc suivi également l'avancement de la mise en place de cette plateforme pour les collectivités locales et les peuples autochtones, un engagement qui avait été pris lors de la conclusion de l'accord de Paris en 2015. Où en est-on? Pour l'instant, en fait, la plateforme est opérationnalisée. Là, par exemple, je dois vous avouer que j'ai pas lu les derniers papiers là, à la fin de la COP qui disaient vraiment les dernières décisions. Non, mais présentez-la nous peut-être. Je trouve ça intéressant de ce que Mme Houba dit par rapport aux gouvernements locaux, parce que c'est un peu l'essence de la plateforme sur les communautés locales. Dans le fond, il y a une reconnaissance au niveau international de l'apport des gouvernements locaux comme les municipalités et les villes, qui sont en fait les experts pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises à l'international. C'est eux qui peuvent faire les plans d'action, mettre en œuvre les initiatives locales qui permettent d'atteindre les cibles de réduction du réchauffement climatique. Oui, donnez-nous un exemple peut-être de ça. Un exemple? Vous voulez local, en fait, qu'une collectivité locale, justement, peut amener une solution. Quel genre de solution pourrait être amenée Moi, je suis plus au niveau de la consultation citoyenne et c'est là, pour moi, le grand enjeu, cet enjeu de cette plateforme où est-ce que on va donner une place de parole à des gens qui leur permettent d'échanger ces données-là, comme les solutions que Catherine nous a proposées, finalement les meilleures pratiques pour lutter contre les changements climatiques. Oui, parlons pratique justement. Donc, on a parlé un petit peu là de la gestion des eaux fluviales. On a parlé aussi de laisser sa voiture au garage. Quelles autres pratiques on pourrait mettre de l'avant? Est-ce qu'il y a des pratiques intéressantes aussi d'ailleurs qu'on pourrait importer chez nous
Même si on a un climat peut-être un peu plus particulier, mais on n'est pas les seuls non plus à avoir beaucoup d'hiver. Exactement. On se cache souvent sous notre couvert de neige pour dire qu'on peut pas agir à certains égards, mais il y a d'autres pays nordiques qui font qui mettent en place des initiatives là, incroyables. Je reviens à la gestion de l'eau pluviale, là, mais c'est tout à fait possible, même sous nos conditions, là, d'avoir des ouvrages qui mettent en valeur l'usage des plantes pour gérer l'eau pluviale. Et c'est plus de contraintes, mais c'est tout à fait faisable ici, là. Oui, Madame Bouffard? Oui, en fait, c'est justement des initiatives comme ça qui se doivent d'être partagées pour pouvoir être échangées avec d'autres pays ou peu importe. Mais en fait, c'est ça. Moi, je travaille sur la participation citoyenne et la consultation. Donc, c'est de donner une voix et de donner un micro beaucoup plus porteur à ces solutions-là. Oui, comment on partage ça? Est-ce qu'on fait un site Internet, on va dire un autre site Internet où on peut se parler? Parce que c'est ça, c'est que on se réunit une fois par année, une fois ou 2 ans, là, tous ensemble, puis à un moment donné, on retourne chez nous, puis avec nos problématiques et tout ça, mais les problèmes continuent, le changement avance. Mm-hmm. Comme ça, j'ai pas de solution miracle, mais ce que je vois, c'est que surtout, vu que les municipalités sont des experts locaux, ils peuvent faire parler ces gens-là, leurs citoyens, parce qu'ils sont proches aussi. C'est un gouvernement local, donc proche du citoyen, proche du terrain. Mm-hmm. Donc, des peuples autochtones aussi, parce qu'ils font partie de cette plateforme-là. On les écoute peut-être un peu moins alors qu'on devrait. Hein? Finalement, la plateforme, c'est un espace de parole où est-ce qu'il peut y avoir connexion finalement à un savoir local, un savoir autochtone, puis un savoir d'expertise, donc du scientifique. Oui. Je reviens à l'idée de partager l'information. Des événements d'envergure mondiale comme la COP23 permet évidemment là, de partager des initiatives d'un pays à l'autre. C'est important de le faire. Il existe des conférences internationales aussi sur des enjeux plus précis, comme la gestion de l'eau par exemple. À l'échelle québécoise aussi, il y a des initiatives pour partager l'information d'une municipalité à l'autre. On pense entre autres au regroupement des organismes de bassin versant, qui a le Réperto. Il y a l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui, à travers son réseau, va partager des bons coups, des bonnes pratiques. Mais il faut multiplier, puis il faut mettre en valeur tous ces projets-là. Puis il faut marteler le message là, que c'est possible et c'est même gagnant là, d'agir. Oui. Madame Houba, vous êtes chargée de projet et travaillez sur la problématique des espèces envahissantes. Ça, c'est un problème qui est exacerbé par le réchauffement du climat. Hein? Expliquez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, les espèces envahissantes, leurs caractéristiques, je vous dirais qu'elles partagent à peu près toutes, c'est de profiter des perturbations. C'est des organismes qui savent très bien s'adapter à différentes perturbations. Puis les changements climatiques, c'est ça. On dit souvent que les changements actuels surviennent trop vite pour que les animaux, les végétaux puissent s'adapter suffisamment rapidement. Les espèces envahissantes, au contraire, là, elles ont tout ce qu'il faut pour réussir dans un tel contexte. Donc, oui, elles vont en profiter et les perturbations plus fréquentes qui sont à venir vont davantage leur profiter. Oui. Madame Bouffard, les solutions à ce grand problème de réchauffement, d'où devraient-elles venir? En fait, pour moi, il y a une valorisation des savoirs locaux à faire parce que, c'est le citoyen qui peut être acteur de veille, acteur de changement, puis qui connaît bien son terrain, puis qui sait très bien, en fait, que cette espèce-là n'était pas là il y a 5 ans. Qui sait très bien que, sa culture a changé ou peu importe. C'est lui l'expert. Donc, s'il peut transférer cette information-là aux scientifiques, il va pouvoir avoir un échange. Et d'après moi, cette communication-là de l'information, des données, est porteur de changement. Oui, c'est précieux. Mais on pense toujours, il faut s'adapter, mais et notre économie? Et est-ce qu'on va pas justement perdre cette richesse-là? Parlons-en de l'économie. En fait, si je retiens quelque chose, parmi tout ce que j'ai retenu là, de la COP, c'est que je trouve en ce moment qu'il se passe quelque chose au niveau mondial. Il y a une vague, il y a un virage qui se prend, peut-être pas assez vite, mais
tout de même, ça arrive, on le sent. Et ce changement-là, ce virage-là, moi, je pense qu'il faut le choisir plutôt que le subir. Parce que c'est inévitable, c'est la planète au complet qui s'y met tranquillement. Donc, je pense qu'en termes économiques, il faut être proactif. Il faut faire preuve d'initiative, d'innovation. Il faut pas s'asseoir puis attendre parce qu'à ce moment-là, on va subir ces changements-là au niveau économique. Et on va peut-être perdre. Madame Bouffard, vous êtes d'accord, je suppose? Oui, en fait, une action coûte cher. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu, là. Si je parle de l'érosion, ne pas agir maintenant peut coûter énormément cher de reconstruction, par exemple. Si on perd un territoire, si on perd des maisons, si on doit déplacer une population complète, ça coûte beaucoup cher. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Céline Bouffard, candidate à la maîtrise en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. Catherine Houbard aussi, qui, elle, travaille au Conseil québécois des espèces exotiques et envahissantes. Merci. Merci. En chronique aujourd'hui, Jérémy Boucher, rédacteur scientifique pour le blog académique Innovic et aussi sur le site de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Vous avez un projet de sciences éducatives et citoyennes dans vos tiroirs. Dites-nous-en un peu plus. Oui, en effet, je suis rédacteur scientifique, mais aussi passionné de vulgarisation et d'astronomie depuis quelque temps, depuis que je suis assez jeune, 10 ans, on va dire. Et puis, en fait, j'ai eu une sorte de flash il y a quelques mois. Je me baladais sur la rue Beaubien, j'habite dans ce coin-là, du côté du parc Molson. Puis, comme dans beaucoup d'arrondissements, pour le 375e de Montréal, il y a des plaques d'égout qui sont peintes sur le sol avec différents thèmes. Et puis quelques jours avant, j'avais revisionné des petites vidéos sur les mauvaises représentations qu'ont les gens, le grand public sur les distances dans le système solaire. Et puis ça fait tilt dans ma tête. On sait que dans la plupart des livres éducatifs ou même à la télé, par exemple, ou dans des vidéos sur Internet, les planètes, par exemple, au système solaire, sont toutes collées les unes contre les autres pour qu'on les voit toutes ensemble, bien sûr. Et puis ce que ça crée, c'est que ça fait une mauvaise représentation. Hein. C'est très. On se rend compte que le grand public a une vision très restreinte, étriquée du système solaire, des distances du système solaire. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire une sorte de projet éducatif sur le trottoir en peignant par exemple le soleil à une certaine taille, puis en plaçant les planètes aux bonnes distances, à la bonne échelle, donc à taille humaine, à l'échelle humaine en fait compte. Est-ce qu'il va y avoir des plaques d'égout avec le soleil et les planètes? De plaques d'égout en plaques d'égout? Ils sont déjà occupés par les peintures du 375e, mais j'aimerais par exemple partir du parc Molson et puis peindre le soleil avec, on va dire, à 40 cm. J'ai déjà fait mes calculs là, pour pas que ça fasse comme 5 km, bien sûr. Et par exemple, si le soleil fait 40 cm peint au sol, Mercure est à 1,4 mètre, Vénus est à 3,4 mètres, à 14 mètres, à 34 mètres, la Terre est à 36, la Lune fait que à peine un dixième de millimètre, donc là ce serait beaucoup plus difficile, mais je pense que je vais comme réussir à créer des sortes de petites étapes pour qu'on puisse marcher et puis parcourir la distance qu'on doit faire. Voilà. Et donc ce serait bien autant pour les adultes que pour les enfants. Il y aurait des petites informations, bien sûr, à chaque étape pour remettre les choses dans le contexte. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça prend, ce genre de projet-là? Est-ce que il faut approcher, je suppose, la municipalité avant de se mettre à peindre sur le sol? Alors ça va être la prochaine étape justement. Je pense que je vais devoir rejoindre l'arrondissement, la mairie de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, donc le Mercroto probablement, et puis proposer ça. Au début, je voulais faire ça moi-même, mais en y réfléchissant, puis j'ai une amie qui est orthopédagogue, donc je me suis dit mais tu penses que des écoles seraient prêtes à participer à ça? Puis elle me dit oui, bien sûr. Donc je pense que ce serait intéressant de faire participer une classe ou plusieurs classes à faire des calculs, puis aller peindre ça. Je pense qu'au niveau pédagogique, de toute façon c'est même pas, je pense, c'est sûr, quand on participe à un projet, déjà on se l'accapare, puis en plus on apprend bien mieux. Et puis je pense pour des enfants de participer à ça, ce serait assez gratifiant. Donc je vais essayer peut-être, si je peux, d'intégrer, de faire participer des écoles de l'arrondissement avec leurs profs, puis dans une activité. Là, je pense que ce serait très pertinent. Oui, ou des CPE, mais pour les adultes aussi, ça peut être intéressant. Oui, en effet, pour les adultes aussi, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que pour participer au projet, je sais pas, mais peut-être que les profs, en tout cas, je sais pas, c'est encore à voir, mais
J'ai comme l'envie de faire 2 niveaux de vulgarisation sur la peinture au sol, une pour des enfants qui ont moins des notions plus complètes, puis des adultes où on peut aller un peu plus loin, bien sûr. Je sais pas, c'est encore à voir, mais il y a moyen de faire quelque chose, c'est sûr là. Et puis faire quelque chose qui est agréable à faire et puis qui reste là assez longtemps. Là. Le but c'est pas que ça reste quelques jours, mais que ça reste là. Bien sûr, l'hiver on pourrait pas le voir, mais si la peinture est assez solide et si on peut le faire, je pense qu'il y a moyen que ça reste là, puis d'inspirer d'autres projets, parce que ça c'est astronomie, mais on pourrait penser à d'autres choses, des sortes de parcours thématiques là, sur des en anglais misconceptions, les mauvaises représentations qu'ont les gens de certains concepts scientifiques ou notions. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ça pourrait être appliqué à quoi? Parce que là, c'est les distances donc entre les planètes. Ouais. Et ça pourrait être appliqué à quel domaine scientifique? Moi, je pense qu'au niveau environnemental, il y aurait peut-être moyen de faire des choses, comprendre. J'ai une amie qui est en France maintenant, mais qui est restée longtemps ici, puis qui fait son doctorat sur art et environnement. Donc, comment on peut faire passer des concepts et puis faire prendre conscience de certaines problématiques à travers l'art. Donc, j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir des choses à faire à ce niveau-là dans les parcs urbains, avec des sortes d'étapes pour que les enfants comprennent ce que c'est, je sais pas, la photosynthèse ou en alliant art et science. Enfin voilà, je pense que si ça peut inspirer d'autres projets, d'autres gens qui ont envie de faire des choses, je pense il faut se réapproprier la rue. Puis je n'ai pas envie de donner le nom, j'ai déjà un nom du projet là, mais je vais le garder pour moi pour le moment. Mais j'ai déjà un nom de projet qui je pense qu'il pourrait être facilement applicable à ça, et puis ça rime bien. Donc je vais sûrement mettre ça en place d'ici début de l'année. Donc on va suivre tout ça, puis on va mettre justement la suite du projet dès qu'on l'aura. On va un peu donner un peu de visibilité. Arriver, janvier-février, voilà. Entendu. Merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Jérémy Boucher, rédacteur scientifique, puis auteur d'un projet citoyen là à venir sur l'astronomie. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au www.sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son